merci d'être ici, vraiment c'est très gentil. Nous sommes une association qui essayons de montrer des choses très diverses et variées de l'art, et on a découvert Anaël il y a peu de temps, et vraiment c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu avant, surtout dans la région. Donc c'est un artiste qui est déjà très complet. On a la chance de voir son travail sur 10 ans, c'est-à-dire d'avoir une vision d'ensemble de son travail. Je pourrais en parler longtemps parce que je suis très très admirative de la qualité, de la recherche, des détails, et puis aussi de l'avancement de son travail, parce qu'on voit bien qu'on part d'une vision de l'espace avec une certaine perception de l'échelle de l'humain par rapport aux papillons, par rapport aux pierres, par rapport aux animaux. Et puis progressivement, cette vision s'élargit. On arrive à une vision très cosmique, très intéressante. Donc, c'est un plaisir. On va avoir, plutôt que d'interpréter, on va avoir en direct les explications de l'artiste. Et je pense que c'est un moment exceptionnel. Voilà. Merci Anaël. Déjà, merci d'être venu. C'est gentil. C'est cool de vous voir tous et puis de voir aussi les personnes que je connais qui viennent me voir. Ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu une conférence pour vous expliquer un peu mon parcours artistique, mes inspirations et un peu les événements dans ma vie qui m'ont mené à ce que je fais maintenant. Et vu que j'ai fait beaucoup de photos, que je suis aussi photographe, j'ai un peu toute ma vie en photo, donc j'ai beaucoup de photos à vous montrer. Voilà. Donc moi j'ai commencé à dessiner quand j'étais tout petit, donc comme un peu tous les enfants finalement, et j'étais beaucoup inspiré par, j'aimais beaucoup le Moyen-Âge, le Moyen-Âge fantastique, la science-fiction déjà ça m'interpellait beaucoup, j'aimais beaucoup faire des cabanes, je m'inventais un monde en fait, et j'avais déjà cette bulle pour m'échapper en fait un peu du monde actuel. C'était un recueil en fait où je pouvais créer, me retrouver. Et du coup les années ont passé et tout, et du coup en 2011 j'ai eu mon premier camion. Du coup c'était un petit trafic aménagé, et du coup je suis parti un peu à l'aventure. Donc, je suis parti dans les festivals Psytrance, donc c'est des festivals de musique psychédélique avec plein de couleurs, avec plein de choses, et du coup mon premier festival c'était en 2011. Et déjà j'aimais beaucoup la musique un peu psychédélique, avec beaucoup des musiques très colorées en fait, qui m'inspiraient à m'évader finalement. Et du coup les festivals de psytrance m'ont beaucoup inspiré parce que j'ai découvert aussi l'art visionnaire dans ce genre de festival. Et du coup c'était un peu un déclic pour moi. Et ensuite en 2012 j'étais au Boom Festival, qui est un des plus grands festivals de psytrance européens. Et c'était une aventure qui m'a marqué. Voilà. Et donc dans la culture psytrance en fait, il y a justement l'art visionnaire. Donc l'art visionnaire qui est un art où on met en scène un peu l'invisible, mais aussi les expériences chamaniques, tout ce domaine un peu spirituel, très connecté à la spiritualité. Et donc les galeries d'art en fait dans ce genre de festival, c'est là que j'ai eu les premières inspirations visuelles, et que j'ai découvert aussi les premiers artistes qui m'ont inspiré. J'ai aussi quelques photos d'artistes qui m'ont inspiré un peu plus loin. Voilà, ça c'est un artiste qui s'appelle Robert Venosa, que j'aime beaucoup son travail. Et voilà, tu peux continuer. Donc ça c'est un peu les décorations dans ce genre de festival. On peut un peu retrouver aussi dans mes dessins. Et c'est après justement ce festival que j'ai commencé à faire ma série de dessins en couleur, qui est dans la petite pièce à côté.
dans ces festivals, il y a aussi donc, la dimension de la géométrie sacrée et des structures vibratoires, des structures vivantes, comme le dôme géodésique. Après, je vais vous en parler un peu plus loin, justement, de ces structures. Ça, c'est un dôme géodésique qu'on voit. Et ce genre d'environnement m'a vraiment aussi connecté à l'aspect tribal un peu qu'on a en nous, finalement, qu'on a un peu caché, enfin qu'on a un peu perdu avec la société actuelle, finalement. Justement, ces regroupements de musique. Dans ce genre d'événement, il y a aussi une décoration de géométrie sacrée. Par exemple, là, c'est une fleur de vie. Et c'est là que j'ai découvert après la fleur de vie, justement, que je vais vous parler juste après. Dans la culture psytrance, il y a aussi toute une philosophie écologique, aussi alimentaire, il y a beaucoup de végétarisme finalement. Et je me suis vraiment reconnu aussi dans ce milieu. Donc il n'y avait pas que la musique ni la déco, il y avait toute la philosophie qui me plaisait et qui m'a permis d'avoir aussi, de m'identifier à quelque chose qui existe déjà, de trouver ma place et justement d'inspiration. Ça c'était un festival en Croatie parce qu'en 2013 je suis parti tout l'été en fait faire plusieurs festivals dans les pays de l'Est. Donc j'ai été en Hongrie, j'étais en Croatie et ça ce sont des festivals dans les pays de l'Est. On peut voir aussi des architectures qu'on ne trouve pas vraiment en France. Et pareil qu'on retrouve un peu dans mes dessins que je faisais déjà, même avant de connaître ça finalement. Et lors de ce festival-là, il y avait aussi un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex Gray, qui est assez connu dans l'art visionnaire. Et du coup, il faisait un live painting là-bas, donc j'ai aussi pu voir live painting. Il y a aussi il y a beaucoup de live painting, comme c'est vraiment très associé à l'art, ce genre de festival, où on peint devant, on fait des démonstrations de peinture. Et j'en ai fait un en 2019, justement. Il n'y a pas très longtemps. Du coup, ça c'est les peintures d'Alex Gray, voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il fait. On peut voir un peu ce qui est invisible dans la matière, on peut le voir à travers ses peintures. Donc il y a beaucoup de galeries d'art aussi où on peut exposer de l'art visionnaire, justement. C'est vraiment dans ces milieux-là qu'on retrouve ce genre d'art. Ça c'est une peinture de Robert Venosa. C'est aussi un peintre assez connu et que j'ai connu aussi dans ce genre de festival. Donc voilà, pour vous montrer. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les transparences en fait. Les transparences qu'on peut donner, qu'on peut avoir avec la peinture à l'huile. Et je vous en parlerai plus tard aussi des différences entre la peinture acrylique et la peinture à l'huile. Comme avant, je faisais de l'acrylique. 2013. Ça c'est à Ozora, c'est en Hongrie, c'est un très gros festival aussi, psytrance. La psytrance c'est de la musique électronique, un peu techno mais très psychédélique. Parfois il y a juste à fermer les yeux pour se faire transporter par la musique et finalement moi ça me laisse avoir des histoires ou des visions et c'est grâce à ça aussi que j'arrive à peindre, c'est aussi grâce à la musique.
Tu peux rester que. Faut rester là-dessus. Ouais. Et du coup, donc avec justement ce genre de festival, j'ai découvert la fleur de vie. La fleur de vie, c'est un symbole de géométrie sacrée. Donc c'est ce symbole-là que j'utilise beaucoup aussi dans les peintures. Je ne sais pas si vous avez remarqué certains petits symboles. Et du coup, la forme de vie, la fleur de vie, c'est le symbole de toute la géométrie de la force de vie sur Terre. C'est un peu le symbole de vie et la connexion avec le tout et les êtres en fait. C'est la matrice de vie qui élève la vibration de la matière. En fait, c'est une structure de géométrie qui va avoir une influence aussi sur la matière et qui va élever la vibration. Du coup, on peut aussi élever la vibration de l'eau ou de certains aliments. C'est-à-dire que si on met un verre d'eau sur une fleur de vie, même au niveau du goût, elle va avoir changé de goût. Parce que la géométrie sacrée a un impact sur l'environnement, sur la matière. Voilà, et du coup, la géométrie sacrée, donc j'ai une petite définition que j'ai écrite sans vraiment rentrer dans les détails parce que c'est un univers, c'est quelque chose de très complexe aussi, mais un peu pour que vous puissiez comprendre, tu peux continuer un petit peu si tu veux. Donc la géométrie sacrée apporte de la cohérence et de l'harmonie. C'est un outil de création qui permet de justifier les proportions et de générer de l'ordre. Ah, il y a un petit bug. C'est bon. Voilà, et du coup la géométrie sacrée, donc comme je le disais, c'est il y a plusieurs structures. Et là on peut voir donc la fleur de vie, justement, elle a différentes évolutions. Donc ça part de l'œuf de vie, après ça fait une graine de vie, la fleur de vie, le fruit de vie, l'arbre de vie. Et en fait, ces structures-là, on les retrouve au niveau moléculaire et dans pas mal de choses de la végétation, de la nature. Donc c'est aussi une géométrie qui s'inspire de la nature. Et du coup, elle apporte beaucoup de beauté qui est bénéfique pour le bien-être et la santé, pour soi et l'environnement. Voilà, c'est une discipline de l'esprit favorisant l'élargissement de la conscience et en rapport avec le tout. Donc c'est en rapport avec le tout parce que justement elle est aussi présente dans toute la nature et l'environnement et toute la végétation et aussi l'humain et dans le tout en fait. Et justement pour avoir un exemple pour vous expliquer un peu plus concrètement, c'est relié au nombre d'or. Le nombre d'or, on le retrouve dans la suite de Fibonacci, qui est justement une suite logique de nombres. Donc c'est un mathématicien italien, Fibonacci, et c'est une suite de nombres dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent. En fait, c'est-à-dire que le 1 plus 1 égale 2, le 2 plus 1 égale 3, le 3 plus 2 égale 5, ainsi de suite. Et en fait, quand on positionne cette suite en fait en schéma, ça fait une spirale. Et cette spirale, on la retrouve dans énormément de choses dans la nature. Par exemple, le tournesol. Ouais, par exemple, le tournesol. Par exemple, ça, c'est la spirale de la suite de Fibonacci qui est représentée dans des cubes, en fin de compte. Et on la retrouve énormément dans plein d'endroits différents. Et le nombre d'or est associé à ça parce que... Est-ce que tu peux revenir Vas-y, continue. Encore. Voilà. En fait, le nombre d'or, c'est 1,618. C'est un vecteur qu'on retrouve dans le vivant. Dans la suite de Fibonacci, chaque numéro qu'on divise, on retrouve le nombre d'or. Et donc le nombre d'or est vraiment dans toutes les structures de géométrie sacrée et dans la nature. Vas-y, tu peux continuer, ouais. Des os, ouais. Voilà. Par exemple, on le retrouve dans la pomme de pin, dans l'ananas, dans le pissenlit. On retrouve un peu cette double spirale finalement. Dans l'aloe vera, dans le tournesol, dans la marguerite. Et même dans
dans les cyclones et dans la glacie. En fait, c'est vraiment une structure qu'on trouve dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc c'est pour ça que c'est relié au tout. On le retrouve aussi dans le show romanesco. Voilà. Ensuite, je voulais parler aussi de quelques livres qui m'avaient inspiré. Voilà, peut-être que vous connaissez, mais en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu les livres qui m'ont beaucoup influencé dans ma philosophie. Et là, c'était Terre d'émeraude de Anne et Daniel Meroy-Gévaudan. C'est un livre qui explique les sorties hors du corps, donc un peu les expériences de mort imminente, et du coup qui explique aussi qu'après la vie, il y a autre chose en fait. Et que même sans mourir, on peut aussi accéder à ces dimensions qui sont invisibles et rencontrer des êtres. Et c'est des choses aussi assez spirituelles. J'étais aussi beaucoup inspiré par du coup, les livres d'Anton Parks. Anton Parks, c'est un auteur qui parle des soi-disant, la théorie des anciens astronautes, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des êtres qui seraient venus en fait nous fabriquer d'un sens, et ce seraient des reptiliens en fait, des présences reptiliennes. Et c'est beaucoup associé avec enfin, il parle beaucoup de l'Égypte, de l'Atlantide, de toutes ces choses-là qui, même si on peut le prendre d'une façon imaginaire, moi en tout cas qui m'a parlé et qui m'a inspiré pour mes créations, pour mes dessins. Et voilà, bon, il y a aussi la prophétie des Andes, qui est plutôt un livre de développement personnel, qui m'a plutôt parlé au niveau de la philosophie, donc le pouvoir de la création, le pouvoir de la pensée aussi. On est des êtres créateurs et que chaque chose n'arrive pas par hasard. Et j'étais tombé aussi sur le livre donc L'Ancien secret de la fleur de vie, qui est un peu un livre assez classique justement dans la géométrie sacrée, dans l'ancienne Égypte, vraiment orienté vers le spirituel et un peu l'archéologie interdite. Bon, c'est un peu les choses archéologiques qui ont été mises de côté parce qu'on ne comprend pas trop, il n'y a pas vraiment d'explication scientifique. Et moi, ça m'intrigue tout ça. Voilà, il y a un livre aussi, L'archéologie interdite de Colin Wilson, de l'Atlantide de Sphinx, donc voilà, c'est hyper intéressant. Et pareil, Récit d'un voyageur de l'astral, donc c'est un livre qui parle des sorties hors du corps et découvre des mondes dans l'astral, des mondes de lumière, et plein de couleurs, même des couleurs qui n'existent pas sur Terre. Et c'est plutôt inspirant quand on dessine. Voilà, après je me suis beaucoup inspiré. Alors là, je vous parle un peu de mes inspirations, parce qu'en fait, vous allez comprendre qu'après, j'ai relié tout ça dans ma façon de vivre, dans mon art et dans aussi ma façon de vivre artistiquement, dans tout ce que je fais en fait. Et du coup, après, moi, je me suis aussi intéressé à la géobiologie. Donc, la géobiologie, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est un mot qui vient du grec, donc géo, c'est la terre. Bios, c'est la vie, et logos, c'est la science. Donc c'est un peu l'étude, c'est la science, c'est l'étude de la Terre en fait. La Terre, mais d'une façon plus énergétique. Et donc c'est une science qui étudie les différents courants énergétiques de la Terre ayant un impact sur l'environnement, l'humain et son habitat. Voilà, en fait, c'est-à-dire que la Terre, c'est comme un corps humain, elle a des veines. En fait, ces veines-là, ce sont des veines énergétiques, mais aussi des veines d'eau. Et ce qu'on appelle les sourciers, je ne sais pas si vous connaissez, les personnes qui cherchent les sources, en fait, elles font de la géobiologie parce qu'elles vont utiliser soit des pendules, soit des baguettes, ou soit même le corps, on peut utiliser le clair ressenti. Et donc on trouve de l'eau, mais il y a aussi plein d'autres réseaux, des réseaux des quadrillages en fait. Ça s'appelle les réseaux Hartmann, réseau Curie. Donc c'est des réseaux déquadrillages et en fait quand ces réseaux se croisent, il y a certains endroits qui sont plus ou moins positifs ou négatifs, et quand on construit des maisons mal placées sur ces réseaux-là, ça peut être néfaste.
et ça peut aussi engendrer des problèmes de santé. Voilà, et du coup, comme le corps humain, en fait, la Terre a aussi des chakras, donc des systèmes énergétiques qui se regroupent au niveau du corps. Il y a aussi ça sur la Terre. Et ça m'avait beaucoup interpellé aussi par rapport aux anciennes civilisations, aussi aux cathédrales qui ont été construites justement sur ces réseaux-là, parce que les anciens connaissaient vraiment parfaitement cette science et arrivaient à construire des monuments ou des temples qui avaient un sens très sacré en fait. Dès qu'on rentrait, on sentait qu'il y avait vraiment un sens extrêmement sacré dans ce genre d'habitat. Et voilà. Je suis un peu perdue. Voilà. Et ça, c'est un petit schéma de justement où se situent les chakras de la Terre. Et par exemple, justement, sur chaque chakra de la Terre, les anciens connaissaient bien cette science. Et par exemple, en Angleterre, il s'est passé à peu près à Glastonbury, donc il y a des gros mégalithes. C'est aussi aux États-Unis, enfin au Canada, on trouve des pyramides aussi. En Égypte, les pyramides sont placées aussi sur des chakras. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce côté-là. Ouais. Ah. Et en parallèle, mais ça fait déjà depuis longtemps, je m'intéresse également aux esprits de la nature, en fait aux esprits invisibles, parce que je sens, en tout cas moi dans ma réalité, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais en tout cas c'est vrai pour moi, il y a plein d'êtres qui sont dans la nature, des lutins, des elfes ou des fées, et du coup je me suis intéressé à tout ça. Et j'ai vu qu'il existait des stages, justement, des personnes qui arrivaient bien à communiquer avec les esprits de la nature. Et du coup, j'ai fait des stages pour voir si c'était vraiment vrai, si moi j'allais ressentir ces choses-là. Et effectivement, j'ai senti qu'il y avait des présences, que j'étais pas tout seul dans mon jardin, dans la forêt, avec ces sensations de se sentir observé, ça avait un sens. Ouais, tu peux t'arrêter là. Ok. Attends, je me suis... Voilà, donc les esprits de la nature m'ont amené aussi vers un livre qui s'appelle Les Jardins de Findorn. Les Findorn, c'est une communauté en Écosse. Et en fait, ce sont un couple de personnes qui justement ont fait du jardinage, en ayant cette connexion justement avec les dévas de la nature, les esprits de la nature, les âmes des plantes, en tout cas les entités des plantes et des groupes de plantes. Et en fait, grâce à justement cette connexion spirituelle, qui se faisait aussi par la méditation, ils ont réussi à avoir des guidances pour le jardinage. Et ils ont eu des résultats incroyables au point que en fait, ça a attiré les médias. Et les médias sont venus voir dans leur jardin les résultats qu'ils avaient parce que c'était incroyable, ils ne comprenaient pas. Et scientifiquement, il n'y a pas vraiment d'explication. Donc c'est vraiment autre chose que la science. C'est beaucoup plus spirituel, mais il y a des résultats physiques qui sont là. Voilà. Et comme tous ces sujets m'intéressaient, donc la géométrie sacrée, les esprits de la nature, le jardinage, eh bien j'ai fait la permaculture, je me suis intéressé à la permaculture. Et donc la permaculture, c'est un système de culture intégré et évolutif s'inspirant des écosystèmes naturels. C'est encore quelque chose finalement qui s'inspire de la nature. Et je pense que ma principale inspiration, c'est aussi la nature dans tout ce que je fais. C'est une démarche éthique et une philosophie qui s'appuie sur 3 piliers. Donc il y a prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et le partage équitable des ressources. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui va aggrader
Donc c'est le contraire de dégradé qui va apporter justement des choses bénéfiques pour l'environnement et pour les lieux, pour l'environnement tout simplement. Donc c'est souvent associé justement au maraîchage et au jardinage. Et justement dans la permaculture, on peut trouver des principes comme la culture sur but, qui consiste à créer des buts et de cultiver sur des buts au lieu de faire ça au sol. Du coup, ça permet d'utiliser moins d'arrosage, moins d'eau, la terre est beaucoup plus meuble, donc il n'y a plus besoin de labourer la terre. Tous les petites bêtes qui sont à l'intérieur ne sont plus vraiment dérangées, et du coup il y a un équilibre qui se fait dans la culture sur but. Il y a aussi le principe de jardin-forêt. Donc le jardin-forêt, c'est aussi cultiver sur plusieurs paliers, c'est-à-dire d'associer dans un jardin aussi des plantes et des arbres, et avoir plusieurs en fait, niveaux de culture. Voilà, il y a pas mal de choses. Voilà, c'est un livre aussi que j'avais acheté pour créer un jardin-forêt. Justement, que même quand on a une forêt, tout s'équilibre et finalement il n'y a même plus besoin de passer du temps à désherber parce que même les mauvaises herbes vont être bénéfiques pour justement apporter de l'azote ou des choses comme ça. Donc c'est aussi une philosophie de jardiner et de voir la vie. Ça c'est un peu la partie jardinage parce que la permaculture ça englobe beaucoup plus. Ça englobe la façon de se comporter à plusieurs, ça englobe sa façon de consommer également. Donc c'est toute une philosophie vraiment globale qui est bonifiante et aggradante. Et ce qui est génial justement dans ces genres de façon de jardiner, c'est que quand on est artiste, on peut vraiment s'éclater et faire des jardins mandala, c'est-à-dire pas faire un jardin à l'ancienne avec des lignes, c'est-à-dire faire des jardins circulaires. Et du dessus, enfin vu du ciel, c'est vraiment joli quoi. Ça c'est des exemples que j'ai trouvés sur internet pour vous montrer un petit peu. Ça voilà, c'est des cultures sur but en fait. Ce sont des buts en terre. Voilà. Il y a aussi l'association des plantes aussi quand on jardine. On peut mettre. Il y a des plantes qui s'aiment bien, comme il y a des plantes qui s'aiment pas. Et c'est intéressant de ne plus faire des lignes juste d'une seule plante, mais d'associer plusieurs plantes qui vont équilibrer, qui vont s'aider. Finalement, on collabore avec le vivant. Et c'est assez cool. Et du coup voilà, donc avec tout ça, moi je suis passé à l'action il y a une dizaine d'années. Et j'ai commencé à faire mes premières peintures acryliques. Donc justement, je m'inspirais un peu de la géométrie sacrée, donc on peut voir justement la fleur de vie, et une elfe ou un lutin, quoi. Donc voilà, c'est vraiment mes premières à l'acrylique. C'est mon chien à côté. Ça c'est la fleur de vie justement, avec des formes géométriques, on peut retrouver sur le côté. Ouais. Ça c'est à l'acrylique aussi. Ouais, tout ça c'est à l'acrylique, parce que du coup en 2016, j'ai découvert la peinture à l'huile. Et quand j'ai découvert la peinture à l'huile, c'était incroyable pour moi, parce que justement j'arrivais à avoir un résultat beaucoup plus proche de ce que je voulais avoir beaucoup plus facilement. Et du coup, moi, ma première peinture à l'huile, c'était celle-ci, celle qui est au-dessus. Voilà. Et du coup, depuis, je fais que de la peinture à l'huile quasiment, parce que j'apprécie vraiment, et justement, je peux avoir travaillé les transparences. La peinture à l'huile, contrairement à l'acrylique, ça met beaucoup plus de temps à sécher. Donc on peut gérer aussi la surface, mais aussi la transparence. Et moi, ça m'avait beaucoup plu. Parce que je travaille beaucoup avec les transparences.
Je travaille beaucoup avec les lumières. Et j'aime beaucoup aussi prendre mon temps. C'est une peinture qui oblige aussi à prendre son temps. C'est pour ça que je mets aussi mon temps à les faire. Mais j'aime bien. Mais c'est une phase où c'est plutôt. Ouais, tes dessins étaient plutôt sur un fond jaune, couleur feu. Et là, après, c'est plutôt passé sur du bleu. Ouais, alors j'utilise un peu les deux. Justement, les couleurs bleutées, je suis vraiment à l'aise avec. Je suis daltonien aussi. Et du coup, les couleurs bleues et les couleurs jaunes sont vraiment deux couleurs que j'aime utiliser. Et j'associe beaucoup le bleu justement à ce monde spirituel, justement à la spiritualité. Et j'aime aussi faire des peintures avec des couleurs beaucoup plus terre, jaune, qui vont beaucoup plus ramener à la terre, qui sont plus des couleurs d'ancrage en fait. Et j'aime en tout cas cet équilibre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des peintures qui sont de couleurs beaucoup plus dorées, marron, terre. Et voilà. Ça c'est aussi des peintures acryliques que je faisais avant 2016. Voilà, et du coup, ensuite, donc comme j'étais intéressé par la permaculture, j'ai fait un jardin. J'ai fait un jardin avec justement les principes de permaculture et j'ai fabriqué une serre avec l'aide de mon beau-père, une serre en dôme géodésique. Donc le dôme géodésique, c'est un peu comme les dômes, je vous expliquerai un peu, c'est un peu comme ça, mais en plus doux, donc ce sont des sphères. Et mon jardin. Et j'ai eu des beaux résultats justement avec cette dynamique géométrique que j'ai incorporée dans mon jardin. Et tout l'ensemble, j'ai fait un jardin mandala aussi, donc un jardin circulaire. En fait, je ne me voyais pas faire un autre jardin, je ne me voyais pas faire un jardin carré ou avoir une serre un peu dans les normes en fait. J'avais vraiment cette vision-là, même avant de faire mon jardin, je voyais déjà un jardin comme ça finalement. Donc c'était aussi pour moi un équilibre entre la peinture et le jardinage. Un équilibre où là j'étais vraiment les pieds dans la terre, les mains dans la terre, pour pas justement un peu me perdre dans un peu les mondes de l'imaginaire ou l'astral ou les mondes. Voilà, faut rester connecté quand même quoi. Faut avoir un équilibre. Donc j'ai un peu associé aussi les plantes, j'ai fait pas mal d'essais. Et je ressentais aussi les esprits de la nature, donc j'arrivais à leur parler, je sentais aussi quand il y avait des choses que je voulais planter, je leur demandais et je sentais où il fallait que je les plante en fait. Et du coup elles poussaient bien, donc j'imaginais que ça marchait. Et c'était ça aussi qui était intéressant justement dans le jardinage avec une approche de permaculture, c'est qu'en fait les plantes elles s'adaptent aussi au climat. Et en fait le fait de reprendre les graines de ces plantes et les ressemer les années suivantes, en fait elles vont s'habituer à ton sol, elles vont s'habituer aux intempéries, et ça fait qu'elles vont devenir plus résistantes. Et ça fait que plus on récolte nos graines, plus elles vont être résistantes aux maladies. Et plus on aura des résultats aussi, elles vont mieux pousser. Et c'est assez intéressant justement de refermer la boucle et de ne pas racheter des graines chaque année. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des graines justement non hybrides, parce que justement les lobbies ont un peu modifié les graines justement pour éviter qu'on puisse reprendre nos graines et qu'on soit obligé d'en racheter. Là justement, préserver nos graines, c'est aussi préserver un trésor finalement, parce que les graines s'adaptent et chaque année en fait le jardin est beaucoup plus beau. Donc ça c'est voilà, mon jardin, ma petite maison. J'avais fait aussi un jardin à côté de ma maison. Et j'aimais beaucoup justement aussi apporter des fleurs et pas seulement des légumes, des fruits, parce
parce que les fleurs vont amener les abeilles et tous les pollinisateurs. Et moi j'avais aussi choisi des variétés de plantes, de fleurs qui se mangeaient, qui étaient comestibles. Et pour faire les plats, c'était génial quoi. Quand tu as une âme d'artiste, tu t'amuses bien quoi. Quand tu as un jardin, même si tu peux plus peindre, il y a toujours moyen de s'amuser. C'est un peu mes récoltes que je fais dans mon jardin, justement. Mon jardin mandala en permaculture. J'ai aussi des beaux résultats, justement. J'ai un grand tournesol qui était très haut. Combien de mètres? 3,60 m. Avec un tuteur, non? Ouais, j'avais mis des tuteurs en ce moment. Sinon il va tomber pour Ah ouais. Voilà, et du coup après j'ai découvert un peu les aumes. Donc c'était le premier confinement, donc il y a 2 ans. Et donc comme vous avez pu en voir dans mon exposition, je fabrique des aumes en verre. Et du coup les aumes sont une forme géométrique, donc composée de losanges et agencée en double spirale. Donc c'est aussi associé à la géométrie sacrée, parce que justement cette spirale, comme je vous expliquais tout à l'heure, on la retrouve justement dans le tournesol. C'est exactement la même spirale et c'est associé au nombre d'or. Et du coup voilà, le zome, cette structure, ça a été aussi créé, ce concept a été créé dans les années 1960 aux États-Unis. Et le mot complet c'est zonédron. Et le zome en fait c'est un peu un mélange de dôme géodésique et de zonédron. Donc voilà. Et cette structure justement, elle va avoir aussi un impact sur l'environnement, donc sur la matière. Soit ce qu'on met à l'intérieur, donc ça va aussi dynamiser, donc ça va faire monter en vibration ce qu'on met à l'intérieur. Et ça va aussi dynamiser l'environnement. Donc c'est-à-dire que ça va harmoniser, on va sentir mieux. Par exemple, si on met un zome dans un jardin, on va voir que ces plantes vont mieux pousser. Ou dans une maison, on va sentir beaucoup mieux. Ce sont des structures vivantes, finalement, un peu comme des outils. Et donc, chaque zome, en fait, comme il y a des petits et des grands, ont plusieurs côtés. Là, par exemple, c'est un zome 6, parce qu'en fait, au niveau de l'étoile, donc quand on le regarde au-dessus, il y a 6 côtés. Et ça peut monter jusqu'à 13, 15, 20. Et moi, j'ai testé plusieurs zomes, zone 6. Donc, le premier zome que j'ai réalisé, c'était un zome 6. Après, j'ai fait un zome 9. Après, j'ai fait un zome 7. Voilà. Ça, par exemple, c'est un zome 12, celui-ci. Donc, il y a 12 côtés, en fait. Et plus il y a de côtés, plus aussi la structure, le zome va agir sur l'environnement, va être fort vibratoirement, finalement. Et j'utilise pour réaliser ces zomes la technique de vitrail Tiffany. C'est une technique de vitrail justement qui consiste à découper le verre et ensuite à les souder avec de l'étain et du plomb. Voilà, c'est déjà des méthodes qui sont connues, hein. C'est pas moi qui ai inventé ça. Et déjà ça faisait longtemps que ça m'intriguait et comme j'avais eu du temps justement au premier confinement, je m'y suis mis et j'ai vraiment adoré et je continue à en faire plein. Voilà. Et ça me permet aussi d'avoir un équilibre dans ce que je fais en peinture, de ne pas faire tout le temps de la peinture, pas faire tout le temps du dessin. Et ce qui est intéressant, c'est que les zomes, je peux aussi en mettre dans mes dessins, je peux en mettre dans mes peintures, je
peut créer des maisons en zone dans le dessin. Là, pareil, dans la première peinture à l'huile que j'ai faite, j'ai fait aussi un petit zoom tout en bas. Ouais. Du coup, j'aime beaucoup cette géométrie du zoom. Et donc, j'en fais des transparents. J'en fais aussi avec du vert de couleur, comme dans le vitrail. Il y a quand même pas mal de choix au niveau des couleurs et c'est hyper créatif. Donc là, j'avais fait juste une bande de jaune dans un zoom bleu. Voilà, c'est très créatif pour moi. Et du coup, je les calcule avant sur ordinateur pour vraiment avoir les bonnes dimensions. Parce que quand je les fabrique, en fait, c'est vraiment au millimètre près. C'est-à-dire que si je me plante sur une dimension ici, ça va s'impacter sur tout le reste, comme tout est lié. Donc ça demande aussi une grande précision. Voilà. Tu peux nous combien de temps tu as mis pour faire celui-là Celui-là, j'ai mis aussi une grosse semaine de boulot, en mode 8 heures par jour. Donc, ouais, voire peut-être un peu plus. Mais ouais, c'est une bonne semaine de travail. Ouais. Et ça, c'est un zone 13, un des derniers zones que j'ai fait. Donc, un zone 13, ça a 13 facettes. Donc, c'est beaucoup plus long à faire. C'est vraiment du gros travail à faire. Et c'est vraiment bien celui-là. On a déjà Ouais, c'est celui-là. Il est vraiment beau le trait. J'ai aussi essayé d'autres formes géométriques. Donc ça, c'est un chestáèdre. C'est aussi une forme particulière qui émet aussi une énergie particulière. Et on retrouve aussi tous les solides de Platon à l'intérieur. Les solides de Platon, j'ai pas de photo, je vois du des photos, j'ai pas pensé. Mais c'est l'octaèdre, l'isocaèdre, enfin c'est des formes géométriques finalement qu'on retrouve dans cette forme géométrique. J'ai aussi j'ai fait un essai de terrarium pour mettre aussi, faire des petits mondes à l'intérieur, voilà, avec des petits cristaux, des petits lutins, des choses comme ça me plaît aussi. Oui. Voilà, et du coup, j'ai rencontré un très bon ami à moi, qui s'appelle Pierre Aslan, qui lui fait des travails de bois et fait aussi des aumes. Il fait des aumes en bois. Et là, c'est une première collaboration ensemble que justement on a associé du verre au bois. Donc lui a fait les découpes des pièces en bois et moi j'ai fait les découpes des pièces en verre. C'est un verre bleu, on peut le voir là. Et voilà le résultat de pouvoir aussi chercher d'autres matériaux pour les aumes. C'est assez intéressant et justement avec lui, comme il travaille le bois, on a créé des aumes un peu plus grands. Donc on peut se mettre dedans pour méditer. Et là on peut vraiment ressentir aussi qu'il y a une énergie assez forte quand on se met à l'intérieur d'un zone. C'est rare les personnes qui ressentent rien parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. On n'a pas forcément les mots, mais c'est au point de vue méditatif finalement. Et du coup, on le fait encore plus grand, on fait des maisons. Et là, je l'ai aidé justement sur un chantier où il construit une petite cabane avec un toit en zone. Et voilà. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai réussi justement à trouver un équilibre entre la création, la peinture, le dessin, où je peux inventer un monde avec mes os, mais que je peux aussi le créer dans la matière et l'expérimenter à petite ou grande échelle, que ce soit aussi pour l'habitat, ou pour l'environnement, ou pour nous-mêmes en fait. Et c'est assez complémentaire. Finalement, ça rejoint aussi la biologie, parce que c'est aussi une influence sur la Terre. C'est une influence sur la Terre, parce que ça va aussi créer un changement d'énergie dans les lieux, tellement c'est une forme géométrique qui est forte.
Et c'est pour ça que toutes mes inspirations en fait se relient. Peut-être aussi autour du Zoom. Voilà, et du coup tu peux continuer. Et ensuite, il y a 1 an, je me suis mis à faire des baguettes magiques. Parce que j'ai trouvé des super morceaux de bois dans la forêt. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des baguettes magiques. Et j'ai adoré en fait travailler le bois, travailler cette nouvelle matière qui aussi me relie à l'imagination, un peu à la magie de la vie, ouais, la magie en fait. Je fais aussi de la pyrogravure, du coup, je peux aussi décorer toutes les choses en bois que je fabrique. J'ai commandé une baguette. Et elles sont vraiment magiques. Je vais tester après justement. Ouais. Voilà, là je la teste du coup sur mon chien. Là j'avais fait une formule et là mon chien a testé. Ça marche bien, voilà. J'ai pas encore essayé. Voilà, et là on peut voir justement le bois que je trouve dans la forêt, là c'est mes noisetiers. Et du coup quand je taille le bois, après quand je le polis et tout. Mais je suis pas encore arrivé à... Je suis encore en recherche. Et là l'autre fois j'ai trouvé un livre justement sur les baguettes magiques avec les différentes essences de bois qui ont différentes façons d'interagir. Enfin, symboliquement en fait, chaque essence de bois va être différente. Et je suis en train de regarder ça en ce moment, donc c'est un peu quelque chose de nouveau pour moi, mais qui est très inspirant aussi. Et puis Toto, ouais, c'était la fin, voilà. Bravo. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Pas des baguettes de tambour aussi. Si, je fais aussi des maillotches et tout. Je suis encore en recherche. J'ai commencé il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Dès la première année, j'ai vraiment des bons résultats. Ah ouais. Parce que justement, j'avais une terre très bonne. Et dès la première année, en fait, ça a bien marché. Là. Mais j'ai commencé juste par quelques buts, en fait. J'ai pas fait un grand jardin dès le début. Parce que ça demande quand même pas mal de travail au début. Le temps que, justement, les buts et l'environnement s'équilibrent, en fait. J'ai commencé par faire quelques buts. Et ensuite, l'année suivante, j'en ai fait d'autres. Ça a été progressif. On arrête de jouer. Ouais, bah là je fais un peu moins parce que justement, vu que je fais beaucoup de choses, j'ai dû faire des choix, mais c'est pour ça que j'aimerais aussi m'associer à d'autres personnes qui ont aussi ces passions, cette envie de partager toutes ces choses. Parce que finalement, c'est aussi des choses qui se partagent. Et je m'en suis rendu compte quand je revenais de mon jardin et que j'avais énormément de légumes et que j'étais tout seul et que je n'avais pas le temps de tout transformer. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des choses aussi qu'il fallait partager. Voilà. Si vous avez des questions. Tout le monde a Ouais, il y a beaucoup de choses. Ça représente combien de temps de travail après une œuvre comme ça? Alors celle-ci, j'ai mis 6 mois à peu près à la faire. 6 mois, ouais. Après j'étais pas tout le temps dessus parce qu'il y a des moments où j'étais pas vraiment dessus, mais sur le début que j'ai commencé et la fin, il y a 6 mois qui s'est écoulé. Celle-là j'avais mis 8 mois. Et c'était un peu des peintures assez rapides. Parce que finalement, la dernière que j'ai faite, j'ai mis 2 ans à la faire. C'est une peinture qui est juste derrière, dans l'autre pièce. J'ai mis 2 ans.
C'est qui avec les abeilles. Ouais, c'est ça, ouais, avec le soleil. Ah oui, oui. Celle-ci, j'ai mis 2 ans parce que techniquement, je me suis un peu sorti de ma zone de confort en me disant là, je suis vraiment quelque chose qui va être long, mais qui va me demander beaucoup de temps. Et quand l'inspiration te fait directement sur la toile, tu réfléchis, tu fais des petits croquis, Ouais, en général, ouais. Alors, donc donc ça construit un petit peu sur le papier avant. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais le fond d'abord, je fais un fond noir régulier, et après je fais des traits de construction. Ah, justement la toile. Ouais, avec justement des traits, des crayons, pour avoir le centre, pour connaître les côtés, je fais des cercles, Et pas avoir mal la de repères. géométrie parfaite. C'est ça, ouais, pour avoir des choses parfaites. Après, je fais mes motifs, alors des fois je les fais sur papier, après j'utilise du calque, justement pour répéter tous les motifs, pour avoir vraiment les mêmes motifs parfaits. Ah oui, Ouais. c'est vraiment très correct. Ouais. Et voilà, donc j'utilise aussi un peu du calque pour faire ça. Quel succès, Maëlle. Merci. Alors, Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est passionnant. J'espère que ça vous a plu. Très très intéressant. Il m'a montré avec, je sais pas si je peux